Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 8 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler Bitcoin. On va commencer tout de suite par parler réglementation. Et oui, ça va être vraiment l'année de la réglementation autour de la crypto. On a l'Europe, on a les États-Unis, et dans les États-Unis, on va avoir une loi qui va tomber sous très peu de temps avec la loi sur les stablecoins. On parle de very close, sous-entendu, ils ont terminé, parce qu'ils précisent bien qu'ils sont très proches de la fin, et ça va sortir, je pense, certainement, c'est pas cette semaine, fin de semaine prochaine, ou maximum celle d'après, donc dans 3 semaines, on est fixé dans la notion de la gestion des stablecoins et dans l'obligation des émetteurs des stablecoins à assurer une forme de compliance qui va être, je pense, relativement forte, et la grande question va être comment va se positionner Tether, donc USDT, qui est le plus gros émetteur de stablecoin dans le monde de la crypto avec plus de 50% du volume, voir comment ils vont arriver à rentrer en compliance. Je pense qu'il n'y a pas de souci, mais comme d'habitude, on fait un petit peu attention. De l'autre côté du globe, nous avons la Thaïlande qui, quant à elle, aussi modifie sa réglementation, mais qui est encore différente, qui va être vraiment sur la notion des gains crypto. Ils vont diminuer tout ce qui est taxation. Ils veulent vraiment être un hub digital pour attirer un maximum de personnes, et Bangkok risque de devenir, sous peu s'ils continuent dans cette voie-là, être un des pôles digital dans lequel on va retrouver sociétés crypto, traders crypto, et ainsi de suite. À côté, nous avons des airdrops qui tombent, avec notamment celui de Wormhole qui est un bridge multi-chain qui permet de pouvoir transférer des assets d'une blockchain à une autre. Ils ont beaucoup de blockchains, et en l'occurrence, ils sortent une tokenomics sur 4 ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Wormhole et qui n'étaient pas là en 2022, ça fait partie des plus gros hacks qui a eu lieu en 2022. Alors, l'année 2022 était catastrophique. On rappelle qu'on avait eu Terra Luna, on avait eu Celsius, et on a eu un hack de 600 millions de dollars, qui était celui de Wormhole, avec 120 000 Ethers qui ont été dérobés, et ça avait fait très mal. À travers ce hack-là, on avait une pression baissière vraiment forte. Et du coup, en 2023, novembre 2023, Wormhole a levé 225 millions de dollars à travers des funding rounds pour pouvoir augmenter sa valuation et pouvoir continuer à se développer. C'est une valuation qui est à 2,5 milliards de dollars. Donc on a un gros airdrop, forcément on va avoir beaucoup de volume qui va passer par Wormhole, même si l'interface est horrible. On en avait parlé d'ailleurs durant notre live avec Cryptomage. Dans un autre airdrop, nous avons Pete qui fait une petite surprise dans lequel il faut un autre airdrop d'environ 47 millions de dollars qui va être distribué à qui? Aux différentes applications qui utilisent Pete. Donc c'est plutôt positif pour l'écosystème. On rappelle aussi que dans quelques jours, entre guillemets, c'est une centaine de jours, on va avoir un gros unlock de Pete qui va arriver, dans lequel on essaie aussi d'avoir une grosse pression baissière. Donc voir comment ça va se dérouler, est-ce que oui ou non, cet incentive qui va être distribué à toutes les applications, donc 167 applications décentralisées qui utilisent l'Oracle, va permettre d'avoir du volume, une augmentation de volume sur Pete, ou si jamais on se prépare, encore une fois, sur une forme de dilution pendant les mois qui viennent, peut-être une opportunité à saisir. Au niveau de la macroéconomie, toujours très intéressant de voir le S&P 500 qui pousse toujours très fort. On est en train de s'installer au-dessus des 5000, c'est vraiment très impressionnant de voir à quel point le S&P 500, et c'est là où il faut prendre un petit peu de recul, parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait bouger justement le S&P 500? Qu'est-ce qui est moteur au niveau de l'accélération haussière du S&P 500? Et quand on commence à regarder d'où ça vient, et qu'on retranche, ou en tout cas qu'on rééquilibre le S&P 500 par un poids classique équipondéré, donc qui n'est pas la valorisation qui est effectuée dans l'indice classique, mais qui est 1 pour 1, donc c'est-à-dire une société égale une voix, on se retrouve sur un graphique qui est totalement différent. Je vous remets les deux en comparaison. On voit bien le S&P 500 qui surperforme et qui assure des nouveaux ATH, et à côté, on se retrouve ici sur cet indice du S&P 500 qui est équipondéré, dans lequel on a des difficultés à passer une grosse zone de résistance, dans lequel on a buté déjà une fois, 2 fois, 3 fois, durant cette phase d'accélération en 2022, 2023 et fin 2023, enfin été 2023. Ce qui est intéressant de voir par contre, c'est qu'on se retrouve sur ici une divergence qui est plutôt bullish, et donc on a quand même des indications au niveau du S&P 500 qui nous disent qu'on va partir à la hausse, même si à côté on est quand même beaucoup moins bullish quand on retire notamment le poids vraiment des 6 Majestic
donc qui sont les 6 plus grosses sociétés qui tirent vraiment vers le haut le S&P 500 et le Nasdaq, on a quand même des signes qui sont plutôt positifs. Et donc on peut se poser la question, à ce moment-là, ça sous-entend que le S&P 500 et donc l'économie américaine est vraiment positif. Et là, ce qui est aussi intéressant d'aller chercher, ça va être les small cap 2000, donc le Russell, qui va permettre de voir exactement si oui ou non l'ensemble des autres sociétés, qui sont l'ensemble des autres entreprises de la société américaine, bon, on voit que c'est totalement différent encore une fois. On se retrouve dans quelque chose qui est compliqué, dans lequel on a vraiment une chape de plomb au-dessus, qui est beaucoup plus basse que celle-ci, d'accord? On voit que là, on se rapproche vraiment de la notion d'ATH, on a réussi à éclater les précédents sommets. Là, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Oui, on est au-dessus, mais on a déjà réintégré en dessous. On a ici une divergence qui est plutôt baissière dans un premier temps, donc on n'a même pas cette divergence haussière, donc on n'a pas une incentive à pousser à la hausse. Ce que ça nous dit, clairement, c'est qu'on a une économie américaine qui est divisée en deux, dans lequel on va avoir des masters qui vont tirer vers le haut et qui vont tirer vraiment les profits aussi vers eux et les investissements vers eux, et à côté, on a les small caps et le reste des sociétés qui ont beaucoup plus de mal à pouvoir se faire financer, à pouvoir lever des fonds, à pouvoir structurer quelque chose de positif, et donc on a vraiment une scission qui est en train de s'agrandir, et cette scission-là nous indique aussi que potentiellement on est en train de se diriger vers un monde de corporations dans lequel on va avoir une poignée de sociétés qui vont représenter plus de 80% ou 90% des richesses de pays, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là. Et notamment, c'est propice à la construction de bulles spéculatives, et notamment celle de l'intelligence artificielle, qui est très très proche de certains décis magnifiques, et il faut pas se cacher que pour l'intelligence artificielle, il faut énormément de fonds pour développer, assurer l'entraînement des intelligences et des modèles d'intelligence artificielle, donc forcément, plus on va avoir de capacité d'investissement, plus on prendra une longueur d'avance, et plus on surfera sur cette bulle spéculative, et on augmentera nos capacités de production. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau du BTC, on voit qu'on a bien une inflexion au niveau de Grayscale, qui nous montre que oui, on a bien une baisse des volumes vendeurs qui sont en train de se structurer, ce qui nous fait respirer, et dans lequel on a eu une accélération très court terme au niveau de BTC. Quand on regarde un petit peu plus ce qui s'est passé ici, court terme, on voit qu'on a bien fait une rupture de notre zone de compression, la rupture s'est faite à la hausse. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on n'a pas chassé du tout les liquidités qui étaient en bas, on a laissé absolument toutes les liquidités, et à côté on a fait une rupture haussière dans laquelle c'était relativement faible, on va pas se cacher. On a fait l'objectif qui est plutôt classique d'une rupture d'une compression, dans lequel on est allé atteindre ici ce niveau-là, et ce niveau-là correspond en plus pile poil au niveau de résistance supérieure dans lequel on est dans un début de haut de range, on peut aller encore un petit peu plus haut, et quand on regarde ce qui s'est passé, on voit bien vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5 Elliotiste, avec un objectif de 0,618 qui a été validé, donc qui est plutôt positif, donc on pourrait se dire qu'en effet, on arrive dans la zone terminale. Alors ce qui va être surtout très important à valider, c'est la réaction du prix, à partir du moment où on va rester dans cette zone-là. Est-ce qu'on va avoir un sell-off qui va avoir lieu? Est-ce qu'on va avoir une construction au-dessus? On sait très bien qu'on peut aller chercher la partie d'imbalance qui se trouve là. Construction au-dessus, rebond et consolidation au-dessus. Donc faire attention à ce type de schéma, mais plus avoir un schéma qui va être construit avec un rebond et une rupture ici du high précédent qui a été effectué, de façon à pouvoir valider un rebond très propre, un gros pullback au-dessus pour pouvoir repartir à la hausse. Clairement, on a très peu de volume, au-dessus des 45 500, donc ça sous-entend qu'on pourrait aller très très vite pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes, et aller retester potentiellement ici les 1 et les 1-1 avec 46 150 et 46 600, voire même un petit peu plus haut. Quand on regarde les targets, on pourrait aller faire une grosse déviation pour aller retester ce high-là, cette bougie-là, qui était la bougie de Set the News sur la validation des ETF, d'accord? Donc là, on aurait une instantiation au-dessus du haut de range. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on est en train de travailler ce haut de range, et donc ça sous-entend que ce haut de range, on n'achète pas le haut de range, on peut acheter le pullback au-dessus du haut de range, mais surtout dans cette zone-là, on va se positionner sur des opportunités, si possible, de short. Ce qui va être intéressant de chercher, ça va être quelque chose qui va rebondir ici, ou qui va casser, pullback, fail, réintégration, et là on va avoir une entrée potentielle pour faire une rupture baissière. C'est un petit peu ce qu'on cherchera si jamais on a des échecs de pullback ici, sinon on va se baser sur quelque chose de plutôt classique dans la construction même
du range. On a une autre construction, on n'oublie pas qu'on a toujours cette distribution de Wyckoff qui est bien présente, ici en BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, cassure, retest, d'accord, on pourrait très bien être dans un LPC qui correspondrait à, ici, un échec sur la résistance du range, et donc derrière une continuité baissière qui serait assez agressive. Quand on regarde rapidement au niveau des liquidités, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons bien, depuis qu'on a fait la vidéo hier, une augmentation des liquidités qui est relativement importante, dans lequel on voit qu'on a augmenté, avant la rupture, on était à 1,8 milliard de liquidation, et au moment où on a fait la vidéo, on était à 1,65, 1,6, dans lequel on a quand même un renforcement de la liquidité qui a eu lieu, et qui a alimenté notamment cette bougie-là. On voit bien qu'on est allé chasser cette liquidité, on a consolidé, et qu'est-ce qui s'est passé? On a reconstruit la liquidité tout de suite, et on a eu cette bougie qui a avalé absolument toute la liquidité. Donc on a bien une grosse chasse à la liquidité qui a lieu, on a un petit peu d'open interest qui est en train de revenir, ce qui est plutôt positif, hein. On voit qu'on réatteint des niveaux qui sont au-dessus de la validation des ETF et de la préparation du Sell the News, donc là on est vraiment dans une structure qui est plutôt positive, et quand on regarde ici la position de top trader, par contre on voit qu'il y a quasiment pas de mouvement. D'accord, il n'y a toujours pas de mouvement au niveau des top traders, ça sous-entend qu'on n'a pas de prise de position, on est toujours dans cette phase de range. Je pense vraiment qu'il va falloir soit casser à la hausse, soit avoir vraiment un rejet qui va être sale, vraiment une prise de direction, parce qu'on n'oublie pas qu'un range c'est quoi? C'est une latéralisation, c'est une léthargie, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est une forme de construction vraiment passive du prix, dans lequel on va consolider, et qu'il n'y a pas de tendance. Et c'est vrai que ce qui fait bouger le marché, c'est vraiment la structuration d'une tendance, et derrière, quand on va avoir une tendance, on va avoir des fonds, on va avoir une augmentation du volume effectif des transactions. Tant qu'on n'a pas ça, bon, en l'occurrence, ça va être un marché qui va être toujours relativement plat. Petite chose à noter, c'est qu'on a une petite augmentation vraiment très faible du funding rate, on le voit quand on place ici une droite pour bien faire tous les sommets, on voit qu'on a une petite augmentation du funding rate, donc ça sous-entend qu'on a une augmentation de l'intérêt que peut avoir BTC. Encore une fois, c'est normal, on attend vraiment le fait qu'on ait un ETF Grayscale qui arrête de dumper, dans lequel on voit quand même une baisse significative des volumes, on attend aussi avoir le temps qui passe, on sait très bien que janvier-février ce sont des mois qui sont compliqués, en général pour les actifs, on dit bien qu'on pose les bottoms en hiver pour préparer le printemps, donc on est en train, je pense, de préparer potentiellement le printemps, et ça va être à surveiller. En tout cas, on a quelques indices qui sont plutôt positifs, mais encore une fois, on reste dans ce range, tant qu'on ne casse pas ce range et qu'on ne forme pas une tendance, ça ne changera pas. Et si vous ne voulez louper aucune information et aucune analyse technique, c'est très simple, nous avons mis en place la newsletter une fois par semaine, vous recevez tout dans votre boîte mail, 5 minutes pour avoir le condensé de l'actualité, une analyse technique, une pépite, absolument toutes les informations pour pouvoir saisir toutes les opportunités une fois par semaine. C'est gratuit, à disposition en commentaire et en description. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a le groupe privé qui est à disposition aussi en commentaire et en description, dans lequel vous retrouvez des briefs quotidiens, des lives mensuels avec moi et les différents coachs, les portefeuilles, donc notamment mon portefeuille, une mise à jour régulière de ce que je fais, des crypto-pépites, des setups de trading. Vous avez absolument tout pour saisir toutes les opportunités du marché et du bull run qui va arriver. Et par exemple, dans le brief d'aujourd'hui, je vais expliquer comment faire si jamais vous avez fait un Sell the News complet sur l'ensemble de vos bagues, comment reconstruire votre position avec l'état général du marché que nous avons, et ça c'est uniquement sur le groupe privé. Et nous, on se retrouve en tout cas à 13h30 pour parler de Avax, la crypto de Avalanche. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.